Bonjour, c'est Sandra Morin, je suis chef du recrutement au 6 Côte-Nord. Je suis avec aujourd'hui Louise Pichette et Christelle Savard, qui sont toutes les deux travailleuses sociales à la Direction de la protection de la jeunesse sur la Côte-Nord. Bonjour les filles. Bonjour. On va parler de la DPJ. On entend souvent parler de la DPJ de façon négative. On dirait que ce qui sort dans les médias, les images véhiculées, c'est toujours le négatif. Comme si vous étiez les gros méchants qui allaient chercher des enfants dans les familles. Comment vous vivez avec ça, cette image-là? Louise, ça fait quand même quelques années, plusieurs années que vous êtes dans le réseau de la santé. Combien de temps vous êtes dans le réseau? Bon, je suis à 2 ans de ma retraite. Donc, on dira pas combien d'années dans le réseau, mais ça, quand même 2 ans pas de ma mal. retraite. Alors, évidemment, quand on comprend comment les médias se construisent, c'est que un clip de 2 minutes doit faire toute la différence. Or, nous, c'est le quotidien des enfants, où le quotidien ne se définit pas dans un 2 minutes. On comprend? Moi, je travaille principalement à l'application des mesures ou principalement mon mandat comme travailleuse sociale. Je me sens parfois comme une artisane dans le projet de vie des enfants. C'est le quotidien, c'est la différence de faire un clip sur ce qui a moins bien été. Parce que quand on a un enfant qui a 8 mois et qu'on amène et qu'on réussit à amener dans un cursus scolaire ordinaire où cet enfant-là peut finalement avoir accès à un fonctionnement social facile, plus facile pour lui, bien on a réussi. Et c'est pas en 2 minutes qu'on réussit ça. L'application des mesures, c'est du long terme avec l'enfant et avec ses parents ou les donneurs de soins. Donc, c'est pas en 2 minutes. Est-ce que l'image est parfois difficile? Oui, parce que justement, moi, j'ai l'autre côté de la médaille, où on les voit, les réussites des enfants et des parents. Parce qu'il y a des parents qui réussissent aussi à se reconstruire. Et la protection de la jeunesse, en ce sens-là, devient un levier dans l'intervention. Parfois, pour d'autres, c'est pas possible parce que les mêmes fractures sont beaucoup trop lourdes pour elles. Mais pour d'autres, ils réussissent. Je dis toujours aux clients, vous savez, vous le savez pas encore, mais le premier objectif qu'on a ensemble, on l'a atteint. Parce que vous voulez que je parte de votre vie et moi aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ensemble? C'est quoi la finalité pour que je puisse quitter votre vie, pour que vous puissiez maintenant être capable de fonctionner sans nos services à nous? Fait que c'est un peu ça. C'est vrai que c'est pas en 2 minutes qu'on peut décrire ça, ces images-là. C'est vraiment le quotidien où, jour après jour, on arrive à mettre une brique en avant de l'autre. Un changement dans la vie de quelqu'un se fait pas en 2 minutes. Ça n'a pas pris 2 minutes pour que les difficultés arrivent. Ça ne peut pas prendre 2 minutes pour que ça se règle. Or, les médias, ils font ce qu'ils ont à faire eux. Mais nous, on sait qu'on a l'autre partie. Effectivement. Christelle, comment vous trouvez ça? Vous êtes un peu plus nouvelle dans le réseau quand même. Vous avez quand même un peu d'expérience. Ça fait combien d'années que vous travaillez? Ça fait 2 ans et demi que je suis pour la protection de la jeunesse à l'évaluation orientation. Et comment vous trouvez ça, l'image véhiculée? Là? Ça fait juste 2 ans et demi que vous êtes là. Est-ce que vous avez des fois eu envie de dire, mon Dieu, moi, je veux plus travailler là, je veux plus t'associer à l'image de la DPJ, ou au contraire, vous êtes une fonceuse puis une battante? Ben, je dirais, oui, je peux pas cacher que des fois, c'est difficile. C'est difficile de vivre avec cette image-là qu'on nous colle parce que je pense pas que c'est la majeure de notre travail. Oui, des fois, il y a des difficultés dans les situations qui amènent, peut-être mauvaise presse, là. Tu sais, c'est sûr qu'on travaille dans un contexte qui est non volontaire. Donc, c'est sûr que les gens sont pas toujours heureux de nous voir arriver. Moi, en tant qu'intervenante, je me dis toujours, tu sais, j'essaie de me mettre à la place des parents. J'essaie de me mettre dans leur position parce que je me dis, là, on vient toucher à la corde la plus sensible qu'il n'y a pas. On vient toucher à leurs enfants. Fait que mon défi, moi, en tant qu'intervenante, c'est toujours de me dire, je vais tellement bien faire mon travail qu'ils vont comprendre puis ils vont être capables de penser à l'intérêt de leur enfant au lieu de penser à la DPJ, au fait qu'on vient chercher un enfant ou quoi que ce soit. Ils vont être capables d'être sur la même longueur d'onde que nous puis être capables de se dire, OK, oui, c'est vrai, peut-être que là, pour l'instant, je suis pas en mesure de m'occuper de mon enfant, mais je vais mettre son bien-être avant tout ce que je peux penser en tant que parent, toutes mes peurs, toutes mes craintes, ils vont être capables de focaliser sur le bien-être de leur enfant. Mais est-ce que ça serait mentir de dire que les médias n'ont pas un impact sur notre rôle au quotidien? Parce que, oui, c'est sûr que de plus en plus, quand on fait notre travail, on a l'impression que les gens nous voient arriver, mettons, avec
Mettons, ils sont pas contents encore plus qu'avant, je pense, de nous voir arriver, parce que oui, ça a eu un impact sur je dirais la conscience collective, sur la perception du rôle d'intervenant à la protection de la jeunesse. Donc oui, je pense que ça a eu un impact, mais est-ce que ça change notre travail? Non, parce que je pense pas qu'il y a un intervenant qui travaille à la protection de la jeunesse qui le fait pas parce que la cause tatouée sur le cœur, parce que sinon, je suis convaincue, puis ça, je parle avec toute ma jeune expérience, mais je pense que ces intervenants-là feraient autre chose si c'était pas la principale raison pour laquelle ils sont à la protection de la jeunesse. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui commence, qui est travailleur social, puis qui hésite à ouf, la DPJ, ça lui fait peur, puis il aurait tendance à prendre, je sais pas, à travailler plus avec les personnes âgées ou à aller travailler en déficience, ou qu'est-ce que vous lui diriez pour l'attirer, pour lui dire que vous avez besoin de lui, puis que qu'est-ce qui ferait que c'est différent en jeunesse, puis à la protection de la jeunesse, de venir travailler que dans un autre secteur, là? Ben, écoutez, c'est évident, puis peut-être tu pourrais être d'accord avec moi, la première chose, il faut avoir un intérêt. C'est vrai qu'il faut avoir un intérêt d'abord pour les enfants, les adolescents. Il faut reconnaître aussi, c'est nos clients, les enfants. Fait que c'est sûr qu'il faut avoir un intérêt. Quand à partir du moment où tu as un intérêt pour travailler auprès des enfants et que dans ta profession où tu dis, ben moi, c'est vraiment une clientèle que j'aime, ben la protection de la jeunesse. On doit se servir de la loi de la protection de la jeunesse comme levier dans l'intervention et non pas une fin en soi. On comprend? Donc, à partir du moment où en protection de la jeunesse, surtout au cours des dernières années, où le mentorat, on pourra en parler un petit peu plus tard, on peut accompagner les jeunes à utiliser la loi de la protection de la jeunesse. Souvent, on en parlait tantôt au niveau des médias, c'est l'image très puissante des intervenants qui sont agressifs, c'est pas... Oui, ça arrive, on peut pas le nier, mais tout comme dans les hôpitaux, tout comme dans l'ensemble des services, il n'y a pas un travailleur social, un criminologue qui est aujourd'hui exempt que ça peut arriver. On a une population qui est en grand besoin et très souffrante, que ce soit en psychiatrie pour les travailleurs sociaux, que ce soit dans les soins de services santé CLSC ou en DPJ, ce sont souvent les mêmes clients. La différence pour nous, c'est que la protection de la jeunesse, la loi qui nous encadre, doit devenir un levier dans l'intervention. Donc, il faut savoir s'en servir. Comment? Bien, c'est en l'utilisant. Il y a à la protection de la jeunesse un ensemble de seniors. Il y a les gens du contentieux qui nous accompagnent. On a des reviseurs, on a nos gestionnaires, on a des collègues seniors aussi qui nous permettent aussi de discuter de la situation. C'est faux de penser que les jeunes arrivent puis qu'ils vont être laissés à eux-mêmes. Peut-être, on a eu des grands défis de recrutement sur la Côte-Nord, on le sait. Ouais. Mais on a une très grande préoccupation de prendre soin souvent de ceux qui arrivent. Totalement. Justement, Christelle, ça fait pas longtemps que vous êtes là, ça fait 2 ans et demi. Oui. Votre arrivée ici, votre accueil, comment ça s'est passé avec l'équipe? Est-ce que vous vous êtes senti, entre guillemets, garoché ou vous avez été chouchouté? Comment ça s'est passé? Ben, en fait, c'est ça. Moi, un peu comme Louis, j'arrivais pas de nulle part. Je suis partie de 11 ans dans le communautaire pour m'en aller directement à la protection de la jeunesse. Donc, c'est complètement, c'est très différent. Puis Louise pourra en témoigner. Moi, ça fait des années que je me disais, moi, je vais aller en protection de la jeunesse. Moi, je vais aller en protection de la jeunesse. C'est pas, tu sais, ça n'a pas été une porte d'entrée pour dire, je vais me faire une place dans le réseau. Après ça, je vais changer de place. C'est pas du tout. Moi, j'ai fait le choix de venir à la protection de la jeunesse. Le conseil que je peux donner aux nouvelles personnes, si vous voulez venir voir, c'est quoi? Moi, j'ai pris une demi-journée. Je suis venue rencontrer tous les services. En tout cas, ici à Sept-Îles, j'ai fait le tour. J'ai pris une demi-journée pour vraiment venir me renseigner sur c'est quoi le quotidien, comment ça se passe concrètement. Venir vraiment essayer de comprendre de l'intérieur au lieu de rester avec ma perspective de l'extérieur ou entendre des commentaires de d'autres personnes qui avaient travaillé, qui, eux, n'ont pas aimé leur expérience, qui ont quitté. Donc, je voulais vraiment avoir, c'est quoi le quotidien d'une travailleuse sociale qui est à la DPJ. Après ça, ben c'est sûr que quand on arrive, c'est une grosse machine. Je veux pas faire de surprise à personne. On a une loi, Louise en a parlé. Oui, c'est beaucoup d'informations. Moi, je me considère comme une fille qui est assez vite sur la gâchette, règle générale. Tu sais, j'apprends vite, tu sais, j'assimile vite l'information. Puis j'étais très frustrée au début parce que il y a un facteur temps à la protection de la jeunesse qui est non négligeable. Qui est induit par l'âge de l'enfant.
Oui. Hein? On comprend que la vulnérabilité d'un enfant, le temps chez les enfants, c'est ce qui est le plus important. Fait que c'est sûr que ça fait partie de la première chose qu'on doit guider. Et à l'évaluation, il y a un facteur. Il y a un facteur temps pour bien saisir parce que on a une loi. On a des problématiques qui sont différentes pratiquement à chaque intervention où il n'y en a pas une de pareille. Après ça, on a tout le volet juridique qu'il faut assimiler aussi. Donc, ça fait beaucoup d'informations. Puis, moi, je vais être très, très... En tout cas, je m'avancerai pas trop, mais je pense que ça prend une bonne année avant de dire... Là, je commence à savoir ce que je fais. Et plus. Et plus. Mais tu sais, pour être confortable. Tout à fait. C'est ça. Mais cette période-là, t'es jamais seul. Non, t'es jamais seul. Tu sais, on a des chefs d'équipe qui sont très, très, très impliqués. On a des supervisions aussi. Donc, à chaque semaine ou 2 semaines, tout dépendamment du besoin de l'intervenant, on va s'asseoir avec notre chef, discuter de nos dossiers, discuter aussi parce que, tu sais, on a des décisions à prendre, puis on les prend pas seuls. On a quelqu'un qui est en arrière de nous pour avoir le recul nécessaire parce qu'on est tellement dans nos interventions que des fois, le recul nous permet juste de voir un petit peu plus clair, puis on est accompagné. Après ça, on a nos collègues aussi qui sont seniors. Donc, quand on arrive, on ne part pas en intervention tout seul. Là. On part avec des collègues, on peut voir... La co-intervention. Oui, il y en a beaucoup aussi de la co-intervention. Tu sais, quand on parlait du risque d'agression, du risque... Je vous dirais, en tout cas, moi, ça fait 2 ans et demi, c'est une mineure. Je pense à une situation où là, j'ai trouvé ça un petit peu plus touché, mais c'est pas une majeure. Tu sais, si on travaille au niveau de nos compétences en tant qu'intervenant sur le plan interpersonnel, tu sais, c'est de la relation d'aide. Donc, que ce soit en CLSC, que ce soit à l'hôpital, ça reste la même job qu'on a à faire. Donc, je pense que si on est sensible à ça, règle générale, ça se passe bien. Puis, c'est ça, on est bien entouré. Moi, j'ai pas eu l'impression d'être garoché. On a pratiquement 1 mois. Tu sais, je vais parler de notre côté au niveau de l'évaluation. On a des journées de garde où, quand il y a des urgences qui rentrent, bon, c'est nous qui est déployés. On fait pas de la garde tout de suite en arrivant. Tu sais, ils nous laissent un certain temps pour être prêts à pouvoir le faire. Puis, la première fois qu'on part sur une urgence, on part pas seul. On part avec quelqu'un qui a une expertise, qui a une expérience, que si jamais nous, on se sent pas à l'aise, qui va peut-être être capable de prendre un petit peu plus le relais pour nous aider dans notre intervention. Et ça, je pense que c'est ça. C'est à cette étape-ci que c'est important de défaire un peu la croyance qu'en protection de la jeunesse, on travaille dans le Far West. C'est faux. C'est un mythe. C'est un mythe. C'est un très, très grand mythe. Ça serait... Écoutez, je ne vois pas de jeunes intervenants partir. Il y a une information, il y a un signalement, il y a donc nécessairement une planification. Oui. À partir du moment où il y a une planification dans l'intervention, ben là, on dit où c'est. On a un très grand territoire. Hein? C'est sûr qu'on s'en va pas en arrière de... Je sais pas, j'allais dire des rangs, mais il n'y en a pas ici, là, mais on peut dire, je sais pas, sur la moyenne côte, seul, on comprend. On a tous des cellulaires, on a tous nos chefs, on peut partir en co-intervention. Donc, l'information arrive, il y a tout de suite, avec le chef d'équipe, avec le superviseur, parce que dans notre côté, on parle beaucoup plus de superviseur, parce qu'on a un très grand volume à l'application des mesures. Donc, le superviseur, le gestionnaire, le reviseur est souvent là où on fait la planification d'intervention. Parfois, ça va demander l'intervention policière. Parfois, ça demande la présence d'un agent d'intervention qui est tout nouveau maintenant dans les services qu'on peut avoir pour justement s'assurer de notre sécurité. Parce que pour plusieurs aussi, ça peut être travailler en protection de la jeunesse, se sentir seul. Maintenant, on a la possibilité d'avoir l'agent d'intervention qui vient à domicile, qui peut nous accompagner dans les entrevues. C'est une question de planification. Parfois aussi, c'est pas toujours de l'agent d'intervention qu'on a besoin, on a fait souvent, Christelle et moi, de la co-intervention où on la prépare. Et quand on a préparé l'intervention, quand on sait exactement où on s'en va, ben c'est déjà mieux. Ça veut pas dire qu'on n'a pas un travail à faire, mais il faut pas penser qu'on s'en va comme ça. C'est un mythe de penser Totalement. Ça. On serait, premièrement, à très haut risque d'avoir de plaintes. Effectivement. Faut regarder aussi que nos gestionnaires sont des gestionnaires qui ont tous passé par la pratique sur le plancher, qui sont des gestionnaires de bon niveau, quand même, d'excellents niveaux qui en ont vu d'autres, là. Oui. Fait que c'est clair que eux, la préoccupation qu'ils ont, c'est toujours la sécurité du personnel. Et quand il y a des dangers imminents, c'est discuter. Mais là, on déploie aussi nos partenaires quand on parlait de l'Institut du Québec. Moi, ça va faire 12 ans que je suis
revenu. Et écoutez, j'ai eu en 12 ans besoin de 2 fois de la Sûreté du Québec. Et sur la Côte-Nord, qu'est-ce qu'on fait de différent qui pourrait faire que quelqu'un va dire, ah, moi, c'est sur la Côte-Nord que je vais aller travailler, c'est à Sept-Îles, c'est à Bécomo, c'est à Saint-Pierre, qu'est-ce qui fait que la situation, le travail est différent, là? Un des éléments, tu sais, c'est sûr que des fois, on travaille sur des dossiers en collaboration, souvent avec des gens de Québec ou des gens, tu sais, d'un peu partout à travers la province. Puis, juste le territoire. Oui, on a un grand territoire, mais moi, je donne un exemple. Moi, je suis postée à Sept-Îles. Donc, quand je dois aller faire une intervention d'urgence, je suis à 5 minutes. Donc, j'ai pas besoin de faire 1 heure dans le trafic pour m'en aller du point A au point B. Déjà ça, moi, c'est très aidant. Puis quand on finit l'intervention, j'ai pas 1 heure à faire. Tu sais, la conciliation travail-famille, je pense qu'elle est facilitée juste par les déplacements qu'on a à faire, le fait qu'on n'est pas, tu sais, à Sept-Îles même. Puis même si on doit se déplacer à Port-Cartier, c'est 40 minutes. Fait que, tu sais, si on compare au Grand Centre, déjà là, en partant, c'est très facilitant. Tu sais, sur la Côte-Nord, on a quand même 2 facettes, je pense, de l'intervention, parce que au niveau de l'évaluation, de mon côté, on travaille beaucoup avec les communautés autochtones aussi. Donc ça, c'est un défi. Tout l'interculturel, c'est vraiment un défi. Puis il y a des gens qui sont venus ici seulement pour ça, pour travailler avec les communautés, pour venir voir, tu sais, l'intervention au niveau interculturel, comment ça se passe. C'est un tout autre défi. Mais c'est riche, hein? C'est très riche. Ouais. Très riche au niveau de l'histoire, au niveau des... En tout cas, moi, j'adore l'axe ça. d'intervention n'est pas la même. Ah, pas du tout. Puis, tu sais, je pense, en tout cas, qu'on a un climat de travail ici. On n'est pas une grosse équipe. On a beaucoup, tu sais, on a beaucoup plus d'intervenants qu'on en a eu par le passé, mais on n'est pas 50 dans une même équipe. On est une équipe de 10, 12. Ça tisse, ça crée des liens qui sont plus forts selon moi parce que pour faire le travail qu'on fait, ça prend un équilibre. Moi, je dis toujours, tu sais, oui, on voit des choses qui sont pas faciles, mais quand on revient au bureau, puis on n'est pas tout seul dans notre bulle. On n'est pas tout seul à décanter ce qu'on a fait. Donc, tu sais, juste d'avoir une proximité avec nos collègues, que ce soit à l'intérieur, mettons, mon équipe à l'évaluation, mais autant avec les gens de l'application des mesures, autant avec les gens des ressources, c'est pas un nom, c'est un visage. On connaît les gens, c'est tissé serré. Pour moi, je trouve que c'est un grand facilitant à mon quotidien au niveau de la protection de la jeunesse. Puis je vais laisser Louise parler de son petit bébé qu'elle a, mais je pourrais renchérir parce que ça a un impact dans mon quotidien, ce beau projet. Juste avant qu'on passe à Louise, vous êtes originaire de la Côte-Nord, puis vous quitteriez pas la Côte-Nord pour une autre région. En fait, j'ai quitté pendant 4 ans, puis je suis revenue. Je pense la Côte-Nord, pourtant j'étais à Rimouski, j'étais à l'autre bord du fleuve, tu sais, on pourrait dire ça se ressemble. C'est pas pareil. J'ai vraiment, tu sais, souvent les gens qui vont venir passer un bout de temps sur la Côte-Nord, ce qui va les marquer, c'est l'accueil des gens. C'est le bord de mer, c'est sûr, les plages, on pourra pas passer à côté, mais c'est vraiment on vient tous d'ailleurs sur la Côte-Nord. Souvent. On commence à en avoir. On commence, oui, puis ça a été moi en 88, j'étais venue pour 1 an. Je suis encore ici. Je vais terminer ma carrière ici. Puis ici, à cette île, on vient tous d'ailleurs. C'est l'endroit où on va se faire une famille d'amis. Ouais. Où ces mêmes familles d'amis-là vont nous supporter quand on va avoir un petit bébé parce que, on est dans des villes minières, on vient tous d'ailleurs. Donc, c'est enrichissant ce qu'on peut avoir à cette île parce que tu vas plus facile, au lieu d'avoir une culture de village, on a une culture ouverte sur l'ensemble du Québec et du monde parce que nos minières nous amènent des gens aussi au plan mondial, là. Des gens de partout, nos minières. Fait à cette île, on rencontre des gens de partout. T'as des amis, tu viens, je viens de la Gaspésie. Ben non, moi j'étais à Val-d'Or. Toi, t'as travaillé où? Mon conjoint était... Bon, on vient de partout. Et c'est un peu ça. Donc, ça devient une famille d'amis. Donc, nos collègues, souvent, quand on arrive de l'extérieur, des collègues, des gens qu'on côtoie quotidiennement vont devenir nos amis. Donc, des gens qui vont nous suivre. Et c'est ça un peu, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, je suis arrivée vraiment dans une autre époque à la Côte-Nord où, quand moi, je suis arrivée, les blocs appartements étaient
était placardé, là. Hein? On est loin de ça. Mais c'est vraiment ça que j'ai trouvé. Moi, quand j'ai eu mes enfants, ben, ce sont mes amis qui sont devenus mes mamies. Votre famille pour vous aider, oui. C'est ça. Puis c'est encore ça ce que je vois pour les jeunes qui arrivent. Puis le climat de travail est comme ça, il est familial. Tout à fait. Puis et on s'attend d'avoir des gens de l'extérieur, justement, qui sont toujours très, très charmés par l'immensité de nos territoires. Parce que ça aussi, tantôt, on parlait, il y a deux facettes au fait sur la Côte-Nord. Pour moi, il y a les territoires qui sont d'une richesse extraordinaire. Les plages, l'accès régulier à avoir cette paix-là que l'horizon nous amène, la mer. Je suis gaspésienne, fait que c'est clair que pour moi, la mer était essentielle. Ici, ça n'a pas de commune mesure, là. Fait il y a cet aspect-là du plein air, évidemment. On connaît un peu notre territoire. Pour ceux qui aiment l'ensemble des activités sportives, culturelles, écoutez, on n'a rien à envier. Les spectacles que moi j'ai vus ici, j'ai eu des meilleures places dans les salles de spectacle que si j'avais été à Montréal à moindre coût. Bon, j'ai eu accès à des artistes ici. Au plan culturel, ça bouille, là. On a beaucoup de choses quand même. Puis la deuxième partie au niveau professionnel, ce qui est important, c'est qu'ici, on a la chance d'être exposé comme professionnel contrairement aux grands centres, souvent, ils vont avoir, par exemple, une travailleuse sociale en protection va être spécialisée dans le 0-5 ans, va être à l'adolescente, va être plus au... Ici, ma pratique, moi, elle est très, très riche parce que, évidemment, un petit coco, un bébé naissant. Bon, c'est sûr que les jeunes intervenants vont plutôt dire, on va aller voir Louise, le bébé naissant. On sait pas trop. J'ai déjà montré à une intervenante comment changer une couche. J'ai aucun problème avec ça. Avant, justement, d'être en contact avec des petits-enfants. Mais c'est un peu le rôle, ça, des madames, là, qui sont... des seniors, des seniors, là, hein? Mais ça arrive. Hein? Fait qu'on a une pratique qui est très, très riche parce qu'on goûte à tout. On a cette chance-là de dire, OK, comment on voit un adolescent qui vit à l'île d'Anticosti puis qui a des... On a une perspective qui est très différente que des gangs de rue de Montréal. Là. Vous avez développé un projet qui fait que, auprès des jeunes qui commencent, qui sont encore sur les bancs d'école, vous les accompagnez. Parlez-nous-en, parce que ça, c'est vraiment particulier puis innovateur sur la Côte-Nord. Oui. Ça peut être attirant pour des gens qui nous écoutent, qui pourraient dire, mon Dieu, je vais aller travailler là, sur la Côte-Nord. Fait que là, vous avez fait un beau pitch de vente, là. Qu'est-ce qui pourrait supporter les intervenants qui sont en place? Puis comment on pourrait faire, nous, ultimement, pour développer l'intérêt à venir travailler en protection de la jeunesse? Fait qu'à partir de ces deux préoccupations-là, j'ai monté le projet qui s'appelle le projet de soutien à la pratique professionnelle, qui est toujours, je tiens à le mentionner quand même, c'est pas un poste, c'est vraiment un projet. Lequel projet a vraiment deux axes. Le premier, c'est de pouvoir dire, comment on développe la compétence, comment on développe nos jeunes intervenants qui sont toujours soit au baccalauréat, dans les disciplines que nous, on peut prendre, donc criminologie, travail social, psycho-aide, comment on peut les exposer graduellement à la pratique, puis avec ça, mais comment on fait pour soutenir les intervenants en place. Donc, on a donc engagé, jusqu'à ce moment, là, on en a 8 qui sont ici à cette île, qu'on appelle des aides sociales. Leur mandat principal est d'assister les travailleurs sociaux, mais c'est vraiment dans l'ensemble des secteurs. Là. Ils peuvent à la fois travailler au niveau des ressources, des familles d'accueil, de l'évaluation et de l'application des mesures. On est, et même des fois, même au RTS, réception de traitement de signalement, où on pourrait être interpellé. Bon, eux moins, mais dans l'ensemble, on couvre tous nos secteurs. La façon dont ça fonctionne, c'est les ARH me font une demande. On regarde la demande, et moi, à ce moment-là, je pourrais regarder avec une aide sociale. Si on parle de supervision de contact, d'accompagnement à domicile, de visite surprise, tout ce qui peut être des tâches qui peuvent être faites en collaboration avec l'ARH. Et l'ARH, pendant cette période-là, cette petite prestation de service-là, mais développe aussi la compétence de l'aide sociale. Ce que ça a comme effet, c'est d'exposer vraiment les étudiants graduellement à la pratique en centre jeunesse. Et si vous leur posez la question aux vraies situations et au vrai monde, aux enfants, donc
on assure des transports. Ils vont aller, souvent on va avoir à faire des contacts avec des parents qui demeurent à cette île, mais les enfants peuvent être hébergés à la grandeur de notre territoire. On connaît la situation famille d'accueil. Mais les aides sociales peuvent aller chercher des enfants, les amener, et à ce moment-là, moi, je les accompagne. Comment on s'occupe de l'enfant? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme information? Et après ça, on travaille en équipe avec l'ARH. Ce qui fait que ça prépare nos futurs ARH à entrer en protection de la jeunesse. Et c'est ce qu'ils me disent. Avez-vous peur de venir en protection? La réponse, c'est non. Pour eux, là, ça a toujours été leur premier commentaire, les aides sociales, de dire mais my God, c'est pas ce qu'on pensait, là. Mais on comprend que le mentorat que j'offre aussi est à la fois du support. Ils sont pas imputables légalement parce que c'est l'ARH qui, évidemment, conduit l'intervention, mais ils accompagnent. Donc, dans leur pratique, ils sont capables, après ça, de situer leur intervention dans notre cursus, là. Puis il y a aussi dans toute la période de COVID, là, où les aides sociales ont été d'une aide absolument extraordinaire. Parce qu'on a des enfants encore là qui ont bénéficié de leurs services cet hiver où, vous savez, le confinement a été difficile pour certains de nos petits cocos, difficile pour des parents. Pendant cette période-là, dans un milieu très sécuritaire, aseptisé, les enfants ont pu venir passer des journées avec les aides sociales, qui ont pu travailler avec les enfants, être avec les enfants. Donc, ça nous a permis de maintenir les enfants dans leur milieu tout en s'assurant d'une sécurité. Ça a été un de leurs grands mandats des derniers mois. Ils ont fait ça d'une façon extraordinaire. Et ça, c'est très riche pour eux aussi. Ils vont recommencer l'école. Bien évidemment, moi, je vais revoir avec eux où ils en sont rendus. On peut regarder comment on va les développer. C'est très intéressant pour eux, puis ils vont dire. Fait qu'on voit, ce projet-là est très court terme avec les collègues, puis ils disent eux-mêmes, Louise, est-ce que tu m'enverrais-tu quelqu'un pour, j'aurais besoin d'un transport, est-ce qu'elle peut venir avec moi à domicile, écoute, j'aimerais ça. Puis parfois, ils vont même en bénéficier pour avoir un regard extérieur sur la situation, comme Christelle disait tantôt, dans des visites à domicile. J'ai une jeune qui a dit, écoute, moi, je pensais que tes parents en protection de la jeunesse, tout, c'est pas ça du tout, non. Fait on contribue aussi à défaire des mythes. Beaucoup. Effectivement, ça rassure les jeunes qui sont sur les bancs d'école qu'est-ce que c'est la DPJ. Ça rassure aussi parce que eux, c'est aussi des porteurs puis eux aussi ils vont le dire là à leurs parents, à leurs amis que c'est pas ça la DPJ. Puis en fait, j'espère que notre podcast d'aujourd'hui va aussi avoir permis ça. Est-ce que vous auriez un petit mot de la fin si vous résumiez votre expérience ou vous voudriez vendre votre région ou votre expérience à la DPJ là, comment vous résumeriez ça, Christelle? C'est bon pour la région, je vendrai pas la région parce que ils vont juste à venir mettre le pied puis ils vont être vendus puis on en parle de plus en plus avec le tourisme. Il y a plein de gens qui viennent visiter la Côte-Nord puis qui en font déjà une très belle presse. Pour ce qui est de la protection de la jeunesse, moi, ce que j'ai envie de dire aux gens qui sont curieux, c'est de venir l'essayer, de venir voir, de vous laisser le temps. Puis moi, ce que je peux garantir, ça fait 2 ans et demi que je suis là. J'ai fait le choix d'y aller. Puis on me demanderait, il y a des journées que c'est pas évident. Il y a des journées où je me dis, aïe, aïe, qu'est-ce que je fais là? T'sais? Il y a d'autres journées où je me dis, je pourrais plus retourner, que ce soit en CLSC, que ce soit dans le communautaire, parce que on devient un peu accro à cette adrénaline-là et accro à tout le potentiel qu'on peut développer dans les situations, dans les familles. Puis on devient des experts, pas juste d'une problématique, de toutes les problématiques. Puis, on a une clientèle, on est 0, 75, 80, on voit des grands-parents, on travaille, c'est comme Louise le disait, je pense que c'est un des secteurs qui est le plus complet quand on travaille en intervention sociale. Donc, je pense qu'il faut défaire les mythes. Faut pas oublier que on connaît les services du STCLSC, des hôpitaux, parce que souvent, nous-mêmes, en tant que personne, on y a eu accès. La DPJ, c'est un peu plus fermé. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui veut avoir besoin des services de la DPJ. Donc oui, c'est plus fermé, puis oui, on connaît moins ça. Mais venez voir c'est quoi. La pratique a évolué. Là. Oui, la pratique a beaucoup évolué, puis je pense qu'il faut venir l'essayer, il faut venir le voir pour comprendre ce que c'est. Puis j'aurais envie de vous dire,
laissez-vous un petit peu de temps. Parce qu'il y a un facteur temps, puis ça, je pense que c'est le plus important à comprendre en protection de la jeunesse. On n'est pas formé pour ça. On n'est pas formé. Puis tu sais, on était en période de COVID, puis je disais toujours, je pense que c'est plus facile, mettons, pour nous d'aller travailler, d'aller dépanner dans le COVID, mettons, au CLSC, que l'inverse. Parce que c'est très, très, très technique, très pointu ce qu'on fait comme intervention. Donc, laissez-vous le temps. Venez l'essayer. Si vous n'aimez pas ça après ça, ça se peut. Ça se peut parce que c'est une vocation. Mais ça se pourrait que vous soyez très surpris par ce que vous allez venir chercher dans... Puis, tantôt, je parlais, puis je vais On va vous laisser le mot de la fin, Mme Louise. Je disais, j'écoutais ce qu'elle disait, puis je me disais, c'était encore le dernier retranchement où on fait du traitement psychosocial, mais où on a une très, très grande autonomie professionnelle ici. On a, et ça, c'est la culture propre ici, parce qu'à cause de la région, aussi, puis de nos territoires, on gère Moi, là, mon horaire, ben, c'est moi qui fais mon horaire, c'est moi, je suis une grande fille, là, je suis autonome, et ça, c'est une culture dans l'autonomie professionnelle. On est donc responsable, imputable, mais on nous fait confiance dans la façon dont on va gérer. Et ça, je trouve ça important de le mentionner. Oui, puis c'est un gros plus, ça. Les jeunes, ils veulent ça, là. Oui, mais cette autonomie-là, qu'est-ce que ça te prend pour travailler, de quoi tu as besoin, gère ton horaire. Gère ton horaire. Moi, je veux savoir où t'es, évidemment, mais c'est toi qui gères, là. Et ça, c'est la vie. On fait des heures supplémentaires aussi, c'est sûr, mais on gère. C'est nous qui... Puis ça, je trouve ça important. La gestion de notre horaire. Si tu as fait plus d'heures, il y a toujours eu cette ouverture-là, puis écoute, tu as fait plus d'heures en début de semaine, mais tu restes à Rimouski, ben écoute, prends le bateau, puis va-t'en vendredi, il n'y en a pas de problème dans la mesure où t'es chaud. On a ici, et ça je trouve ça important, cette ouverture-là de nos gestionnaires à nous laisser gérer nos choses comme des grandes personnes. Donc, l'autonomie en protection de la jeunesse, les mythes, à défaire un à un, puis l'accueil qu'on peut offrir, puis retenir que nous, on accompagne les gens. Puis, je dirais que nos gestionnaires ont à cœur vraiment, tu sais, je peux pas parler pour les autres secteurs au niveau du réseau, mais pour le VIE, nos gestionnaires ont compris que si on va bien, ben le travail qu'on va faire va être très optimal. Donc ça, pour moi, ils sont capables de le voir. Tu sais, puis on a une équipe, tu sais, dans notre équipe, la proximité fait que, OK, on a un membre qui vit des choses plus difficiles ou qui est plus fatigué. OK, ben on se soutient. Fait que ça, c'est vraiment présent, puis c'est une grande richesse, selon moi. Ben merci, vous êtes passionnés, c'est super intéressant de vous écouter parler. J'aurais fait ça pendant des heures. Merci beaucoup. Et on espère avoir donné le goût aux gens de choisir la Côte-Nord et de choisir la protection de la jeunesse pour leur carrière. Ben merci. On espère, merci. Merci beaucoup.